Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité, aujourd'hui, 8,2 millions d'Algériens connectés à Internet via leur téléphone. En justice, le procès Sonatrach 1 renvoyé en avril. Aux États-Unis, John Kerry se dit prêt à négocier avec Bachar al-Assad. Au Brésil, 1,5 million de personnes manifestent contre la présidente Dilma Rousseff. Nous débutons notre journal avec de l'éducation. Les grèves continuent et n'en finissent pas de la part du mouvement syndical du CNAPEST qui entamera son deuxième mois de grève ce mardi. Le ministère de l'Éducation nationale décide de continuer l'année scolaire et exhorte les élèves à prendre leurs responsabilités. Tous les syndicats de l'éducation nationale ont mis fin à leur mouvement de grève entamé le 16 février dernier à l'issue d'une réunion avec le ministère de l'Éducation nationale qui a répondu à grand nombre de leurs revendications. L'exception du CNAPES qui persiste dans son entêtement gréviste, malgré la prise en charge de la part du ministère de 14 de leurs revendications, perturbe le système éducatif en influant sur la motivation des élèves, ce qui aboutit au décrochage scolaire selon Noureya Benrabrit. La ministre de l'Éducation nationale précise d'ailleurs que la grève du CNAPES est illégale et que le syndicat y recourt de manière abusive. Madame Benrabrit a affirmé à ce propos que la revendication du CNAPES relative à la promotion systématique est contraire aux dispositions de l'ordonnance 0603 du 15 juillet 2006 portant sur le statut particulier de la fonction publique. La ministre a vivement salué à cette occasion l'esprit de responsabilité et la sagesse de la coordination syndicale en dépit de la similitude de ses revendications avec celle du CNAPEST, soulignant que la coordination syndicale a préféré placer l'intérêt de l'élève au-dessus de toute considération et de poursuivre le dialogue avec la tutelle. C'est dans ce contexte qu'elle a exhorté les élèves à mettre à profit les moments libres pour réviser, s'entraîner et mieux se préparer aux examens. Madame Benrabrit a également appelé les parents à être des partenaires importants pour la stabilité, l'amélioration des conditions d'enseignement et l'accompagnement des élèves dans ces moments de stress, de les rassurer, les conforter, les encourager à travailler, à s'adapter à la situation actuelle et à ne pas perdre confiance en nous, a-t-elle insisté. La ministre de l'Éducation nationale a déclaré que son ministère a mis à disposition des responsables pédagogiques au sein de chaque wilaya des moyens permettant aux élèves de poursuivre leur scolarité malgré ces mouvements de grève. Ainsi, d'une part ont été mis à disposition des élèves des cours télévisuels, des cours scénarisés de l'ONEFD pour tous les élèves de terminale sur CD, avec accès à la plateforme de l'ONEFD pour les évaluations et d'autres ressources et des blocs d'enseignement. D'autre part, la mobilisation de toutes les ressources humaines, retraités, parents d'élèves, étudiants en fin de cycle, professeurs de l'ENS, ANEM, ainsi que de toutes les ressources financières adaptées à ce processus. La ministre de l'Éducation nationale a par ailleurs démenti les rumeurs voulant un report de l'examen blanc du baccalauréat, précisant qu'elle tendait à susciter la panique et à perturber les élèves. Par ailleurs, Madame Benrabrit reste attachée à la mise en place rapide de la charte d'éthique et de stabilité, préalable permettant d'installer les bases d'un climat favorable à la réalisation des objectifs éducatifs pour une école meilleure et de qualité pour les élèves. La ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, Madame Zohra Dardouri, a indiqué dimanche matin que plus de 8,2 millions de personnes sont actuellement connectées à Internet par le biais de leur téléphone mobile. Zohra Dardouri précise par ailleurs que plus de 5,1 millions d'abonnés sont connectés à la DSL via une ligne fixe et que 70 000 autres bénéficient du réseau de la 4G. S'exprimant à l'antenne de la radio chaîne 3, Madame Zohra Dardouri reconnaît des faiblesses dans son secteur. Elle les explique par les travaux de rénovation actuels d'un réseau archaïque, mais également par des actes de vandalisme et de vol de câbles. Par ailleurs, la ministre de la Poste et des TIC considère que la 4G n'était pas forcément nécessaire à ce moment, la 3G donnant entièrement satisfaction aux Algériens qui y sont abonnés. Elle précise toutefois que d'ici la fin de l'année, un programme d'introduction de la 4G sera annoncé. Réfutant l'idée d'une ouverture de capital à un investissement étranger au sein d'Algérie Télécom et de Mobilis, la ministre considère que ces deux entités maîtrisent parfaitement les technologies de la communication et peuvent investir dans des projets à l'étranger. Concernant le e-commerce, elle déclare que la priorité par rapport à ce projet est de se concentrer sur la certification électronique pour laquelle, ajoute-t-elle, une loi vient d'être instituée. Il ne nous reste plus qu'à nous focaliser sur les organismes appelés à gérer ce projet. Madame Dardouri a aussi mis en avant l'installation d'un service universel, opérationnel vers la fin du mois de mars, qui connectera plus de 80 zones enclavées aux nouvelles technologies de la communication. Côté justice, le procès de Sonatrach 1, ouvert ce dimanche pour des affaires de corruption, a finalement été renvoyé au mois d'avril à la demande de la défense qui a exigé la présence de témoins qui ne se sont pas présentés à l'ouverture. L'ancien président directeur général du groupe Sonatrach, Mohamed Mziane, 2 de ses enfants et 8 ex-directeurs exécutifs de la société font partie des 19 accusés, dont 7 en détention, cités à comparer devant la cour criminelle d'Alger.
Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment et corruption dans le cadre de marchés conclus de gré à gré avec des compagnies étrangères, contraires à la réglementation. Mohamed Mouziane est soupçonné d'avoir accordé à Fonquerque Algérie des marchés de plus de 110 millions d'euros en contrepartie de cession d'actions à ses 2 enfants. Fonquerque, spécialisé dans le développement et la fabrication de systèmes de communication pour les entreprises et le secteur du transport, devait fournir à Sonatrach un système de télésurveillance de ses installations. Le marché aurait également donné lieu à des commissions de 4 millions d'euros qui auraient servi à financer des cadeaux dont l'appartement à Paris à la famille de M. Mouziane. Mohamed Mouziane est aussi soupçonné d'avoir favorisé la société italienne Saipem, filiale d'ENI, dans un contrat de 586 millions d'euros pour la réalisation d'un gazoduc entre l'Algérie et l'Italie. Saipem, dont le directeur pour l'Algérie avait pour conseiller un des fils de M. Mouziane, avait ensuite sous-traité le marché à la société française Spiecapag, qui était sa concurrente lors de la soumission. Un troisième dossier concerne la rénovation d'un immeuble de Sonatrach au centre d'Alger, d'un montant de plus de 64 millions d'euros. Il aurait été confié de manière illégale à une autre entreprise étrangère. Sonatrach est partie civile dans ce procès instruit à l'initiative du parquet. Un autre dossier dit Sonatrach 2 qui concerne également des affaires de corruption est en cours d'instruction. L'organisation terroriste Daesh avait rassemblé jusqu'à 23 otages de 11 nationalités différentes, dont 7 sont morts, dans une prison en Syrie conçue comme la copie conforme à la prison américaine de Guantanamo, raconte un otage espagnol libéré. Dans un récit publié par El Mundo, le journaliste Javier Espinosa, libéré le 29 mars 2014, détaille pour la première fois l'exécution d'un otage russe, Sergei Gorbunov, disparu en 2013. Le reporter espagnol raconte avoir été incarcéré pendant plusieurs mois dans une villa au nord d'Alep avec 22 Européens et une latino-américaine qui n'identifie pas jusqu'à sa libération le 23 mars 2014. D'après lui, Daesh a rassemblé les otages, travailleurs humanitaires ou journalistes, dans une seule prison qui devait être le pendant de celle de Guantanamo, où ont été internés des combattants capturés en Afghanistan. L'auteur cite le journaliste américain James Foley, son co-détenu enlevé en novembre 2012 et exécuté en août 2014. Ils avaient ce projet depuis longtemps, racontait Foley. Le chef des gardiens nous a expliqué dès le départ qu'il voulait interner des Occidentaux dans une prison de haute sécurité avec des caméras de nombreux gardiens. Il nous a dit que nous allions y passer longtemps parce que nous étions les premiers qu'il capturait. Le journaliste espagnol dit avoir gardé le silence depuis sa libération parce que ses gardiens menaçaient d'exécuter d'autres otages s'il parlait, avant que tout soit achevé. Espinosa raconte des simulacres d'exécution de la part de 3 gardiens encagoulés, surnommés les Beatles par les otages, et qu'il traite de psychopathes. Ils les ont notamment obligés à regarder les photos de l'exécution d'un otage russe, l'ingénieur Sergei Gourbanov, enlevé en octobre 2013 et assassiné en mars 2014, selon Espinosa. Nous nous dirigeons peut-être vers un début de solution de crise en Syrie. Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé que les États-Unis devront au final négocier avec Bachar al-Assad pour une transition politique dans le pays. L'administration américaine soutient de longue date que Bachar al-Assad doit quitter le pouvoir au terme d'une transition politique négociée. Mais l'émergence d'un nouvel ennemi, Daesh, semble atténuer l'attitude de Washington vis-à-vis du leader de Damas au moment où le conflit syrien entre dans sa 5e année. Dans une interview diffusée dimanche par CBS, John Kerry ne reprend pas la formule habituelle de l'administration Obama sur le fait que Bachar al-Assad a perdu toute légitimité et qu'il doit partir. Nous devons négocier à la fin, dit-il. Nous avons toujours voulu négocier dans le contexte du processus de Genève 1. Le chef de la diplomatie américaine ajoute que les États-Unis et d'autres pays qui ne nomment pas explorent les moyens d'une relance du processus diplomatique pour mettre fin au conflit. Cela pourrait nécessiter qu'une pression soit exercée sur le président syrien. À Lahore, au Pakistan, un double attentat a visé 2 églises chrétiennes, l'une catholique, l'autre protestante. Le bilan est d'au moins 14 morts et de plusieurs dizaines de blessés. Les attaques ont eu lieu presque simultanément dans un quartier chrétien de Lahore. Les fidèles assistaient à la messe quand ont explosé les bombes apparemment déclenchées par des kamikazes. Les talibans pakistanais ont revendiqué cet acte qui a déclenché la colère de la minorité chrétienne du Pakistan. À Karachi, la capitale économique du pays, des manifestants bloquaient des routes et incendiaient des pneus en signe de protestation. Ils réclament davantage de protection. Nous demandons au gouvernement d'assurer la protection de tous les lieux de culte. Les minorités ne sont pas en sécurité au Pakistan, explique-t-il. Depuis plusieurs années, les talibans pakistanais multiplient les attaques, notamment contre les minorités religieuses. 1 million de dollars. C'est le montant que l'agence centrale du renseignement américain aurait fourni à l'organisation terroriste d'Al-Qaïda selon un échange de lettres entre Oussama Ben Laden et un responsable d'Al-Qaïda, révélé par le New York Times.
$1 million provenant d'un fonds spécial de la CIA a été remis par le gouvernement afghan à l'organisation terroriste d'Al-Qaïda selon le New York Times de ce samedi. Cet argent a servi à payer en partie une rançon de $5 millions d'un diplomate afghan enlevé par l'organisation terroriste. Le gouvernement afghan, qui éprouvait de grosses difficultés financières, a donc pioché dans un compte secret alimenté tous les mois en liquide par la CIA. Oussama Ben Laden, en apprenant l'origine de l'argent, a soupçonné les Américains d'être de mèche avec le gouvernement afghan et d'avoir tracé, empoisonné ou irradié les billets. Il a donc demandé qu'il soit changé dans une autre devise. Pour le New York Times, cette affaire est un exemple parmi d'autres de financement de groupes terroristes par les États-Unis. Cet épisode a été mis à jour par le biais de lettres échangées entre Oussama Ben Laden et Atiyeh Abdelrahman, qui avaient été trouvées dans les ordinateurs et parmi les documents saisis lors du raid américain dans lequel le chef d'Al-Qaïda aurait été tué au Pakistan en 2011. Ces courriers ont été utilisés lors du procès d'Al-Qaïda début mars à New York. Au Venezuela, le Parlement a autorisé dimanche le président Nicolás Maduro à gouverner par décret pour le reste de l'année afin de défendre le Venezuela contre une ingérence des États-Unis dans les affaires du pays. Lors d'une séance à l'Assemblée nationale, les députés du Parti socialiste disposant de la majorité ont adopté un texte présenté comme une réponse aux déclarations américaines accusant le Venezuela de constituer une menace pour la sécurité. Les États-Unis veulent plonger les mains dans la richesse du Venezuela, exactement comme ils le font dans d'autres pays, a affirmé la députée Tania Dissa en présentant le projet de loi. Des députés de l'opposition ont expliqué lors d'interventions à la tribune de l'Assemblée que Nicolás Maduro ne ferait qu'exploiter les situations diplomatiques tendues avec Washington pour accroître le champ de ses pouvoirs. Élu en 2013 après la mort du leader Hugo Chavez, Nicolás Maduro a vu sa cote de popularité décliner avec la crise économique. Les instituts de sondage estiment toutefois qu'il pourrait inverser cette tendance avec une bonne gestion des tensions actuelles avec les États-Unis. Au Brésil, quelques 1,5 million de Brésiliens, dont 1 million à Sao Paulo, ont manifesté dimanche dans tout le pays pour réclamer la destitution de la présidente de gauche Dilma Rousseff, empêtrée dans la crise économique et le scandale de la corruption Petrobras. Ces manifestations sont les plus importantes enregistrées depuis la fronde sociale historique qui avait ébranlé le Brésil en juin 2013. À Sao Paulo, mégalopole de 11 millions d'habitants et fief de l'opposition, une foule gigantesque en jaune et vert envahissait à perte de vue l'immense avenue Paulista et les rues adjacentes dans le centre de la ville, en chantant l'hymne brésilien et en réclamant la destitution de la présidente Dilma Rousseff. La présidente avait été réélue fin 2014 pour un second mandat. Cette manifestation a été estimée par la police militaire à 240 000 manifestants, puis à 580 000 et enfin à 1 million selon le compte Twitter de la police. Certains manifestants arboraient des t-shirts portant l'inscription « Basta, tous dans la rue, réveille-toi Brésil, Dilma dehors ». Selon Rubens Nunes, un avocat de 26 ans conseiller juridique du mouvement Brésil Libre à l'origine de cette manifestation, il déclare « Nous voulons maintenant la destitution de Dilma Rousseff. Il existe des fondements juridiques solides suffisants. Il est absurde qu'elle continue d'affirmer qu'elle ne savait rien du vaste système de corruption au sein du groupe pétrolier étatique Petrobras qui éclabousse sa majorité parlementaire. C'est au minimum une grave erreur de gestion, a-t-il ajouté. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numedia News.